Bonjour à tous, je m'appelle donc Luc Delsalle, je suis accompagné d'Emmanuel Gras. Nous sommes les deux cofondateurs de la start-up qui s'appelle Alcide et donc qui travaille dans le domaine de la sécurité des infrastructures d'annuaires, donc qui sont souvent, ça commence mal, connus sur les infrastructures AD. Tac. Mais il y avait une infrastructure subtile là de. Ça a l'air d'aller mieux. Je vais essayer de voir s'il le retrouve. Zut alors, ça marchait bien. On parlait de bout à censurer. Non, il faut vérifier, il faut titiller la prise. Allez, je te laisse vite. Ce qui est bien, c'est que le côté numérique, ça devrait fonctionner en off. Alors, Ouais. tu parles. Pas de souci. Donc effectivement, on est donc une startup qui travaille dans le domaine de la sécurité des infrastructures d'annuaires qui sont bien connues parce que Active Directory représente 99% du marché aujourd'hui. On a des alternatives libres comme Samba, mais qu'on voit un petit peu moins. Et ça tombe bien qu'on fasse l'infrastructure AD parce que c'est typiquement le sujet du talk que je vais vous proposer cet après-midi. On va essayer de présenter un petit peu l'actualité des menaces ou des scénarios d'attaque qu'on peut avoir sur les infrastructures Active Directory. Un mot pour nous présenter rapidement. Donc Emmanuel et moi sommes deux anciens de la NSSI. On travaille particulièrement dans le centre opérationnel de l'agence où nous étions en charge de deux activités principales. La première activité qui était la rédaction d'audits techniques chez les ministères et organismes d'importance vitale français, donc majoritairement des tests d'intrusion, des audits de code source, ce genre de choses. Et la deuxième partie de notre activité était ce qu'on appelait la participation à des opérations de cyberdéfense. Donc qu'est-ce que c'est qu'une opération de cyberdéfense en un mot? On intervenait chez des sociétés qui étaient attaquées. Là, on avait une personne qui avait compromis le système d'information. Et on essayait de comprendre par où il était rentré, quelles sont les actions qu'avait fait l'attaquant ou qu'il était en train de faire pour proposer un plan de remédiation afin de chasser l'attaquant du système d'information. Ça, on a travaillé à l'ANSSI pendant 5, quasiment 6 ans. Et en fait, on s'est rendu compte en intervenant chez ces clients qui étaient attaqués qu'il y avait une composante qui revenait systématiquement dans les scénarios d'attaque, c'était les infrastructures d'annuaires, qui étaient ciblées de manière régulière et bien souvent par les mêmes techniques d'attaque. Les actions, les métiers qu'on faisait à l'agence et l'intervention dans ces infrastructures qui étaient souvent touchées lors des attaques informatiques, c'est ce qui nous a donné l'idée d'Alcide. Pour être tout à fait transparent, nous avons commencé par faire un certain nombre de publications scientifiques. Emmanuel a notamment présenté ASTIC, un sujet qui traitait des problématiques de sécurité Active Directory. On s'est dit qu'on pouvait aller plus loin en créant notre propre entreprise et ce qui a donné Alcide. De quoi allons-nous parler ce matin, enfin plutôt cet après-midi, durant notre présentation. Donc on va commencer par essayer d'introduire quels sont les grands scénarios d'attaque qui touchent les infrastructures Active Directory aujourd'hui. On verra que ça a un petit peu évolué ces dernières années. Et donc on va essayer de voir, on va se mettre un petit peu à l'état de l'art des scénarios d'attaque. Ensuite, on essaiera d'identifier quelles sont les causes profondes qui sont à l'origine de la compromission de ces infrastructures. Et puis on essaiera de voir quelles solutions on peut apporter à ces problématiques, dont une que nous développons chez Alcide. Alors commençons par la première partie qui est donc la sécurité des infrastructures d'annuaires. Donc ce qui est un petit peu intéressant quand on étudie la sécurité des infrastructures d'annuaires, c'est que c'est des problématiques qui ne sont pas nouvelles. La première grande incident de sécurité qui a touché des infrastructures d'annuaires, c'était l'opération Aura chez Google qui date donc de 2010, où on avait déjà une composante de compromission d'Active Directory qui, il y a quelques années, avait permis au groupe d'attaquants qui avait ciblé Google de récupérer un certain nombre de clés privées utilisées pour la signature numérique de certains des composants de Google. Mais c'était passé par la compromission d'un AD. Et puis au fil des années, on s'est rendu compte que cette typologie d'attaque s'est répandue à peu près tous les secteurs d'activité que l'on pourrait avoir aujourd'hui. Donc sur cette planche, on en a un certain nombre. On a de l'industriel avec Areva, on a du secteur bancaire avec Private Bank, qui est la première banque ukrainienne. On a plus récemment la compromission du Parti démocrate américain, qui fait encore un petit peu l'actualité et qui a une forte composante AD d'un point de vue attaque informatique, et puis d'autres dans d'autres secteurs. À chaque fois, on a l'infrastructure AD qui est ciblée. Et petit à petit, les
décideurs commencent à s'intéresser à la question. Il y a d'ailleurs une phrase qui nous a interpellés lors des dernières assises de la sécurité de Guillaume Poupard, qui expliquait qu'aujourd'hui, par sa position centrale, alors il cite Active Directory nominément, mais c'est en fait tous les types d'infrastructures d'annuaire, ça joue aujourd'hui un rôle central dans les attaques un petit peu avancées sur les infrastructures corporate au sens large. Alors un mot, si on essaie de se demander pourquoi aujourd'hui les infrastructures d'annuaire sont autant ciblées. J'aime bien réfléchir les groupes d'attaquants comme une petite PME qui a besoin, comme nous à Alcide, de maximiser tous les efforts de R&D qu'elle fait. Donc quand elle réfléchit à attaquer un composant, il faut qu'elle puisse maximiser son impact, qu'elle puisse toucher le maximum de personnes avec la vulnérabilité qu'elle aura trouvée, par exemple. Ça tombe bien, Active Directory, on le rencontre dans beaucoup de secteurs d'activité. Il est souvent connu dans le monde bureautique ou infrastructure pour tout ce qui est gestion des postes, on va dire, tout venant d'un système d'information, donc les postes utilisateurs. On a une infrastructure Active Directory qui gère ce type de poste. Mais en fait, on se rend compte qu'Active Directory, c'est une brique qu'on retrouve sur plein d'autres composants. Par exemple, l'infrastructure de messagerie. Aujourd'hui, il y a beaucoup de compagnies qui utilisent Exchange pour fonctionner. Exchange se base à 80% sur un contrôle d'accès qui est porté par Active Directory. Vous ne pouvez pas avoir d'infrastructure Exchange qui fonctionne sans Active Directory derrière. Alors vous allez me dire, oui, il y a des droits sur les mailbox. Effectivement, c'est une granularité qui est très fine, mais en pratique, le contrôle d'accès est réalisé par l'infrastructure en elle-même. Donc on le retrouve là. Et puis, petite anecdote, une des dernières missions que j'ai effectuées à l'ANSSI, on m'a dit, tu vas auditer un système industriel. Ça va te changer des systèmes d'information bureautiques. Je me suis dit, chouette, quelque chose de nouveau, pour apprendre des choses intéressantes. Manque de bol, je tombe sur le constructeur qui s'appelle Emerson. Et Emerson, qu'est-ce qu'il utilise pour gérer un certain nombre de composants, dont les PLC? Une infrastructure AD. Je me suis retrouvé à pentester une infrastructure AD, qui était ce que je faisais habituellement. Donc on se rend compte, on le voit aussi bien dans le monde industriel que dans le monde bureautique, ou dans les infrastructures, les éléments d'architecture d'un système d'information. Donc intéressant pour une petite PME qui veut développer des outils d'attaque. On le rencontre très fréquemment. Donc peu importe la typologie de client qu'on va pouvoir viser, on a une forte chance de retrouver un AD pas très loin. Et puis, autre avantage pour un attaquant, ces infrastructures sont souvent des infrastructures très lourdes et de grande taille. On le retrouve sur plusieurs sites géographiques. Il y a plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'utilisateurs qui les exploitent, qui sont composés eux-mêmes de qui cachent derrière plusieurs ensembles d'objets, on appelle des objets Active Directory, qui caractérisent ces utilisateurs. Donc une masse de données assez importante. Et donc arriver à avoir une maîtrise sur l'ensemble de ces éléments, ça devient un petit peu compliqué. Et puis Active Directory, ce n'est pas une technologie qui est nouvelle, donc on a le temps de capitaliser. Il y a un excellent travail de veille technologique qui sont effectués par un groupe de chercheurs américains qui se regroupent sur un blog qui s'appelle adsecurity.org. Si le sujet vous intéresse, je vous invite fortement à lire leurs publications. Il y a un super article qui a été publié il y a 2-3 jours sur la gestion de la délégation contrainte sur Active Directory, qui est un mécanisme lié à Kerberos, qui est extrêmement intéressant. Donc il y a pas mal de veille technologique sur les faiblesses de ces infrastructures. Donc les attaquants progressent de manière assez forte sur ces thématiques. Et de l'autre côté, on a souvent des systèmes d'information qui sont à la traîne et qui ont un peu de mal à se moderniser. Aujourd'hui, beaucoup de techniques de sécurisation proviennent des années 2000, voilà, dans le meilleur des cas. Alors qu'aujourd'hui, Microsoft essaie de progresser, qui est l'éditeur d'Active Directory, c'est de progresser, de proposer des mécanismes de sécurité un petit peu modernes. On peut citer les silos d'authentification, par exemple, tout le travail qui a été fait sur Device Guard ou ce genre de choses. Ces composants qui sont modernes et qui permettent de protéger efficacement contre les attaques un petit peu évoluées, on le rencontre quasiment jamais. Alors, ce n'est pas qu'on jette la pierre sur les personnes qui gèrent ces systèmes d'information. C'est simplement qu'il faut arriver à moderniser. Et quand on gère un système d'information de grande taille, on a tout l'historique qui sont parfois incompatibles. Donc, on a du mal à profiter des dernières fonctionnalités de sécurité. Donc, on se trouve sur un état où on a une infrastructure qui est assez centrale, qui a haute valeur ajoutée pour un groupe d'attaquants et qui aujourd'hui, on a un petit peu de mal à sécuriser parce qu'on a plein de contraintes à gérer. Avant qu'on rentre dans le détail technique de comment fonctionne un petit peu Active Directory, je voudrais faire quelques planches pour présenter un scénario d'attaque classique que l'on rencontre sur des infrastructures Active Directory. Alors vous allez me dire, ce n'est pas quelque chose qui est très nouveau.
On va voir qu'il y a une petite variante vers la fin, petite modernisation, mais c'est quelque chose qui est assez connu. J'ai fait mes devoirs avant de venir. Je sais que Arnaud a fait une présentation il y a 1 an tout pile sur un outil qui s'appelle Empire. Alors sa présentation s'appelait Edge of Empire, et après je n'ai pas le suite, j'ai oublié, mais c'était quelque chose comme ça. Et Empire est un outil utilisé par des pentesters pour éprouver la sécurité des infrastructures Active Directory. Et tous les composants qui sont au sein de ce logiciel reprennent les grandes thématiques que je vais expliquer maintenant. Donc si vous vous souvenez un petit peu de ce qui a été dit il y a 1 an, vous allez sûrement arriver à raccrocher des bouts. Donc comment, quand on a un groupe d'attaquants, on pourrait arriver à atteindre une donnée sensible d'une entreprise? Donc la première étape, qui est classique et on va dire jouée systématiquement, même quand on est les services de renseignement russes ou autres, on continue à utiliser cette technique. Pourquoi? Parce qu'elle est assez simple et qu'elle est toujours efficace. On commence par se renseigner sur quelles sont les personnes un petit peu à haute valeur ajoutée dans l'entreprise. Donc pour un attaquant, les personnes à haute valeur ajoutée, ça peut être les exécutifs parce qu'ils ont tout de suite accès à des données sensibles ou parce qu'ils sont souvent un peu moins sensibilisés aux problématiques de sécurité. En tout cas, ils y font un peu moins attention. Soit les équipes d'administration, qui eux ont tout de suite accès à une grande partie du système d'information. Donc encore une fois, assez intéressant. Et là, on a l'embarras du choix pour trouver ces informations. On va sur les réseaux sociaux, on va sur LinkedIn, on fait un peu le tour de ces profils-là et on arrive à identifier très rapidement un certain nombre de profils intéressants. Ensuite, une fois qu'on a ce petit pool de profils, on va essayer de faire des campagnes de phishing un petit peu ciblées sur ces personnes. Donc là, l'idée, c'est surtout pas arroser l'ensemble des boîtes mail d'une entreprise, parce que forcément, on va se faire voir par tous les logiciels qui détectent des campagnes de phishing, mais plutôt d'essayer de cibler sur les profils qui nous intéressent, en faisant des éléments qui sont un petit peu contextualisés, envoyer un mail depuis une adresse, en forgeant un mail depuis une adresse qui appartient à une personne que la personne que l'on cible connaît ce genre de choses. On fait une charge malveillante qui est sur mesure. Pour une personne, pour un technicien, même sur un niveau pas forcément très élaboré, c'est extrêmement simple de pouvoir créer une charge malveillante qui ne soit pas détectée par un antivirus. Ça prend quelques heures à faire dans le pire des cas, donc c'est quelque chose de relativement simple. Et on envoie notre mail à notre victime. Et puis, si c'est bien fait, au bout de 1, 2, 3, 4 mails, on arrive à avoir un clic, ce qui nous permet d'accéder à le premier ordinateur sur le système d'information de la société que l'on souhaite attaquer. Donc c'est là où la composante Active Directory va commencer à rentrer en jeu. La première démarche que va essayer de mettre en place un attaquant, c'est de la reconnaissance réseau, pour savoir où est-ce qu'il est, quelles sont les populations et où se trouvent les données qu'il souhaite accéder. Donc là, on a deux typologies d'attaquants. Des attaquants qui sont, on va dire, assez peu évolués, qui vont commencer à essayer de faire des balayages réseau en utilisant Nmap un petit peu partout. Donc ça marche, mais en termes de furtivité, c'est pas tout à fait ça. On a des chances de se faire avoir assez rapidement. Ce qui est plus intéressant, c'est plutôt d'utiliser l'infrastructure AD, qui elle contient exactement les mêmes éléments. Il faut juste un petit peu creuser, mais on les a. On a les représentations géographiques, on a les populations, on sait où les utilisateurs se connectent, on sait comment ils sont regroupés entre eux, quelles sont les politiques de sécurité qui s'appliquent sur ces utilisateurs. Bref, tous les éléments qui peuvent nous intéresser. Et comme ça, en creusant un petit peu l'infrastructure AD, en utilisant uniquement des requêtes qui sont légitimes, on reviendra sur les constituants d'une infrastructure AD, mais concrètement, c'est des requêtes LDAP pour interroger l'annuaire, des requêtes de type CIFS pour récupérer des fichiers de configuration, et puis un petit peu de RPC Windows pour récupérer un certain nombre de petites subtilités sur Active Directory, et puis des requêtes DNS, et c'est à peu près tout. D'accord ? Donc en faisant des requêtes qui apparaissent légitimes à beaucoup d'analyseurs réseau, pourquoi ? Parce qu'ils sont utilisés eux-mêmes par la machine de manière légitime, on arrive un petit peu à passer sous le radar. Et en faisant ce type de recherche, on arrive à cartographier et avoir une vision assez précise de comment fonctionnent les systèmes d'information. Puis ensuite, on va continuer à progresser dans notre attaque. Donc on va commencer par compromettre la machine localement. Alors ça, c'est quelque chose qui est relativement simple. Enfin, sur un système Windows, il y a beaucoup d'élévations locales de privilèges qui existent. Je vais juste en citer deux. Il y a un outil qui sont publics. Une qui était symbolisée par un outil qui s'appelle Hot Potato, qui permet de faire du NTLM Relay, donc qui permet d'élever ses privilèges en utilisant le protocole d'authentification NTLM, qui a été corrigé d'ailleurs récemment par Microsoft. Ce problème a tenté d'être corrigé par Microsoft récemment. Et puis un deuxième, une attaque qui est symbolisée par l'utilitaire qui s'appelle WSuspect, qui permet d'exploiter
une vulnérabilité dans le protocole de mise à jour de Windows quand on est dans une infrastructure WSUS. Il se trouve que, certes, les mises à jour de l'utilitaire Windows sont signées, mais les métadatas qui expliquent comment appliquer les mises à jour ne le sont pas. Et en jouant un petit peu, on arrive à faire exécuter des éléments qui nous permettent de compromettre le poste. Donc on compromet le poste, c'est quelque chose qui se fait voilà, sans trop de difficultés pour un attaquant un petit peu motivé. On a le contexte d'identification de l'utilisateur, donc on a ses tickets Kerberos, donc on a son mot de passe en clair s'il utilise des mécanismes d'authentification dépréciés type WDigest. Bref, on récupère un certain nombre d'informations qu'on va essayer de rejouer sur un ensemble d'applications sur le réseau. Donc là, on va aller essayer de tâtonner un petit peu pour trouver une application qui va bien. Et puis avec les éléments d'authentification que l'on dispose, on va essayer de compromettre le serveur qui héberge l'application. Alors souvent en externe, les applications sont plutôt de bonne facture, en tout cas on fait des audits de sécurité pour s'assurer qu'il n'y a pas de grosses vulnérabilités. Autant sur un système d'information, d'autant plus si on est sur des grosses typologies d'entreprises de grande taille, c'est assez fréquent qu'on retrouve un serveur Tomcat qui est mal sécurisé, un serveur Windows XP, ce genre de choses qui permet d'être compromis instantanément. Donc on arrive assez rapidement à trouver un serveur vulnérable sur lequel on peut arriver à récupérer des secrets d'authentification, plus ou moins directement, soit on les a directement en mémoire de la machine, dans ces cas-là c'est gagné, soit on va être un petit peu patient. Quand on est un groupe d'attaquants, on n'est pas obligé de faire un test d'intrusion en une semaine, on peut se permettre de prendre 3, 4, 5, 6 mois. Dans le cadre d'une attaque assez récente sur le plus grand retailer, donc magasin aux États-Unis qui s'appelle Target, l'attaquant avait compromis le système et est resté 3 mois avant qu'un administrateur système ne se connecte sur la machine. Bien évidemment, au moment où l'administrateur s'est connecté pour faire ses mises à jour, pour je ne sais quoi, à ce moment-là, l'attaquant a pu récupérer ces informations. Donc là, on n'a pas compromis l'infrastructure, on est juste en possession d'un premier élément qui possède un certain nombre de droits d'administration sur un ensemble de serveurs dans notre infrastructure. Mais c'est intéressant parce qu'on va pouvoir, de manière assez classique, essayer de commencer à faire ce qu'on appelle de la propagation latérale, donc rebondir sur un certain nombre de machines, essayer de rejouer les éléments d'authentification que l'on a récupérés via des mécanismes type passe de hash ou autre, ou passe de ticket dans le cadre de Kerberos, essayer de se réauthentifier sur d'autres services. L'idée, c'est d'essayer de collecter, par cette approche, un maximum d'éléments d'authentification pour essayer d'avoir un maximum de credentials. Et puis souvent, quand on regarde un petit peu les scénarios d'attaque qui nous sont expliqués, on nous dit qu'au bout d'un moment, on finit par tomber sur le mot de passe d'un administrateur de domaine, qui est un petit peu le plus haut niveau de privilège sur une infrastructure Active Directory. Et puis, on rejoue le mot de passe que l'on a récupéré, on devient administrateur de domaine et c'est gagné. Alors ça, c'est peut-être vrai il y a quelques années. Maintenant, ça l'est plus vraiment. Sur les infrastructures un petit peu matures, en termes de protection Active Directory, on commence à avoir des bons réflexes pour protéger les administrateurs à très fort privilège. On commence à voir apparaître des infrastructures à base de forêts d'administration, qui sont une architecture Active Directory qui vise à extraire tous les comptes à très fort privilège et les mettre dans une infrastructure qui sont isolées vis-à-vis du reste du système d'information. Et dans ce cas de figure, un attaquant qui aurait la main sur un certain nombre de serveurs métiers ne serait pas en mesure d'atteindre les comptes à très fort privilège. Et puis, si on n'a pas les moyens de se payer une forêt d'administration, parce que ça coûte assez cher et puis c'est assez coûteux à exploiter, on va dire, au jour le jour, on a d'autres mécanismes qui sont apparus. Je citais les silos d'authentification tout à l'heure, c'est exactement une bonne approche. Silo d'authentification, c'est un protocole qui est lié à l'authentification composée sur Kerberos, qui permet, même si je vous donne le mot de passe de mon compte administrateur de domaine, vous serez incapable de le réutiliser par la suite. Parce que je vais faire en sorte que seul le protocole d'authentification Kerberos puisse être utilisé avec ce compte d'administration. Et, via le mécanisme d'authentification composé Kerberos, je vais m'assurer que uniquement le poste d'admin, qui lui est normalement dans une zone isolée, puisse utiliser le compte de l'administrateur que je possède. Donc un attaquant qui se retrouvait sur un système, un ordinateur lambda qui l'aurait compromis ou un serveur métier, il aura, même s'il a le compte administrateur de domaine, en aucun cas il pourra arriver à le rejouer. Et puis si on utilise des mécanismes plus anciens, type les restrictions d'authentification, on pourrait également se protéger contre le rejeu d'un compte d'administrateur depuis une machine lambda. Donc aujourd'hui, je ne dis pas que toutes ces attaques sont bloquées, mais ça fonctionne quand même moins sur les systèmes un petit peu matures. Est-ce que les attaquants ont perdu? Ben non, parce qu'en fait, on se rend compte que les infrastructures AD se font continuellement compromettre sans que ça les ait réellement ralentis. Donc qu'est-ce qui se passe quand on essaie de
rentrer dans le détail de ces typologies d'attaques, on se rend compte qu'en fait, les attaquants ont un petit peu progressé et on essaie plutôt de, on va dire, comprendre quel est le modèle de sécurité, le modèle de droit qui est appliqué sur l'infrastructure qu'ils auditent, plutôt que d'essayer d'attaquer frontalement les administrateurs. Le scénario que je vais vous proposer commence par, que j'essaie de vous expliquer un peu plus en détail, commence par la compromission d'un manager. Alors, il n'y a pas vraiment de terme consacré pour ça, mais grosso modo, des administrateurs qui ne gèrent pas la totalité du système d'information, mais une sous-partie du système d'information uniquement. Imaginons que vous ayez vous soyez le RSSI ou plutôt la DSI d'une grosse structure internationale. Vous allez déléguer à chacun des pays le droit de gérer une partie du système d'information qui leur appartient. Donc vous avez des administrateurs, on va dire, de niveau intermédiaire qui ont la possibilité de gérer une sous-partie du système d'information. Et c'est là où le bât blesse, c'est là où bien souvent on se rend compte que les frontières de sécurité qui sont mises en place entre l'administrateur intermédiaire et le compte à très fort privilège qui, lui, est dans une armoire forte, on se rend compte qu'il y a de la porosité, que l'isolation entre les deux mondes ne sont pas assurées de manière réellement efficace. Et c'est un petit peu de ce dont nous allons parler tout de suite. On essaiera de voir comment, à l'aide d'une stratégie de groupe mal configurée et d'un problème dans le modèle de délégation de droit, on arrive à élever ces privilèges vers un niveau un peu plus évolué. Juste pour terminer le scénario et pour éviter d'y revenir, une fois qu'on a exploité ces problématiques, ces lacunes dans le contrôle d'accès des infrastructures AD, on arrive à récupérer un compte qui a, si ce n'est les privilèges d'administration du domaine, le même type de droit qu'un administrateur l'aurait, comme par exemple la possibilité de répliquer les attributs secrets de l'infrastructure AD, donc les mots de passe, tout ce qui est clé de session, etc. Donc ce qui nous permet de récupérer suffisamment d'informations, RBTGT ou autre, pour pouvoir avoir la totalité des accès sur l'infrastructure AD. Et puis ensuite, on peut récupérer la donnée qui nous intéresse et ensuite l'exfiltrer de manière assez classique. Donc, c'est ce qu'on observe. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est de se focaliser un peu sur l'étape 9 et 10. Comment, à partir d'un administrateur, on va dire, niveau moyen, ce qui est souvent bien moins protégé, on arrive à compromettre une infrastructure AD. Un mot pour comprendre un petit peu le scénario d'attaque sur le fonctionnement interne des stratégies de groupe. Alors les stratégies de groupe, pour ceux qui ne sont pas forcément experts de la thématique Active Directory, c'est le composant qui s'occupe de la configuration, en tout cas le maintien homogène de la configuration des systèmes membres d'un domaine Active Directory. Ce qui est important, et c'est encore plus important sur le domaine de la sécurité, c'est d'avoir une gestion le plus homogène possible de son parc. On veut s'assurer que les mécanismes d'authentification type single sign-on qui sont utilisés sur Windows sont tous les mêmes, ont la même configuration partout sur le système d'information. Parce que forcément, si on a des parties du système d'information avec une configuration plus faible, ça sera par là que l'attaquant passera. Donc les stratégies de groupe, c'est ce mécanisme. C'est le mécanisme qui va gérer la configuration des systèmes Windows, et pas que. Vous pouvez très bien configurer des applicatifs au-dessus des composants Microsoft sur un ensemble de parcs. Donc ça c'est pour l'objectif. Maintenant, comment ça fonctionne en pratique. Donc une stratégie de groupe, c'est découpé en deux éléments que j'ai appelé les objets de stratégie de groupe et les fichiers de stratégie de groupe. Les objets de stratégie de groupe, c'est les métadatas qui vont décrire la stratégie de groupe. Donc sur qui elle s'applique, ou plutôt quels sont les composants, la bibliothèque logicielle qui doit être chargée par le système cible qui va appliquer la stratégie de groupe pour effectuer son paramétrage. Quels sont les types de paramétrages que la machine doit installer? Est-ce que c'est des paramétrages qui sont liés au système et donc qui sera exécuté dans un contexte d'authentification avec des droits élevés, ou plutôt des paramétrages utilisateurs qui ont, eux, besoin d'un contexte d'authentification plus faible? Quand on veut configurer tous les wallpapers de ces utilisateurs, on n'a pas besoin de le faire avec un niveau de privilège sur le système Windows très élevé. Donc Windows essaie de faire le tri dans ces éléments. Toutes ces métadonnées de configuration sont stockées dans un objet Active Directory qui sont accessibles via l'annuaire. Quand je parlais tout à l'heure dans le scénario en expliquant qu'un attaquant qui, grâce à l'infrastructure AD, a la possibilité de cartographier les politiques de sécurité, c'est exactement ce qu'il va faire. Il va se connecter à l'infrastructure d'annuaire via le protocole LDAP, il va aller regarder les objets qui définissent les stratégies de groupe. Et en lisant les informations qu'elles contiennent, il va pouvoir savoir quels sont les types de mécanismes de sécurité qui sont appliqués sur le système d'information. Et puis le deuxième
la deuxième composante d'une stratégie de groupe, ce sont les fichiers de stratégie de groupe, qui sont au final, eux, les paramètres qu'on va appliquer sur la machine pour se configurer, et qui sont accessibles via le protocole SMB. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce n'est pas la stratégie de groupe qui va définir la population sur laquelle elle s'applique, mais c'est plutôt un autre conteneur logique propre à Active Directory qui va regrouper les populations sur lesquelles on va appliquer nos stratégies de groupe. Donc aujourd'hui, vous allez dire, je vais créer une stratégie de groupe qui va durcir le mécanisme d'authentification Kerberos. Maintenant, il faut que j'applique cette politique à une population d'utilisateurs. Et sur Active Directory, j'ai 4 grands conteneurs sur lesquels je peux appliquer ma politique. Donc soit elle est directement sur les paramètres locaux du système, soit au niveau d'un site Active Directory qui permet de regrouper de manière géographique des ressources. Je vais appliquer ma stratégie de groupe uniquement sur le site du Kazakhstan. Voilà. Soit au niveau du domaine Active Directory qui a l'ensemble de la population, soit, et c'est ce qui va nous intéresser pour la suite de cette explication, la partie unité d'organisation qui sont la façon de regrouper au sein d'un domaine Active Directory des utilisateurs ou des machines entre elles. Donc concrètement, on va prendre le fichier de stratégie de groupe qu'on aura défini et on va l'appliquer sur notre unité d'organisation. Un mot pour que tout le monde ait les idées un peu claires sur qu'est-ce que j'entends par objet Active Directory. Ben, concrètement, c'est ça. Donc là, on est dans l'exemple d'une unité d'organisation qui permet de regrouper logiquement des ressources sur Active Directory. Donc là, c'est l'OU Domain Controllers qui contient donc les contrôleurs de domaine qui sont les serveurs d'authentification propres à Active Directory. Et on voit qu'on a un certain nombre d'attributs qui sont plus ou moins intéressants, qui définit le type de l'objet, comment celui-ci est répliqué, et surtout la partie descripteur de sécurité qui va définir la politique de contrôle d'accès appliquée sur cet objet. Et là, vous commencez à me voir venir avec mes gros sabots. C'est évidemment au niveau de l'OU et de cette politique de contrôle d'accès qu'on a des lacunes qui peuvent apparaître de manière assez fréquente sur une infrastructure AD et qui va nous permettre de faire nos élévations de privilèges. Un mot peut-être, avant qu'on détaille le scénario d'attaque, sur le modèle de contrôle d'accès d'une infrastructure Active Directory. Comment on se passe concrètement le contrôle d'accès? Comment, quand moi je suis un utilisateur, je peux accéder ou non à un objet, à une ressource Active Directory? Alors ce qu'on peut dire, c'est que si vous êtes familiarisé avec le mode de fonctionnement de Windows, vous n'allez pas être dépaysé. Ils n'ont pas réinventé la roue, ils l'ont juste spécialisé à Active Directory. Donc on trouve les mêmes thématiques. Chaque objet Active Directory contient ce qu'on appelle une liste de contrôle d'accès qui vont définir les droits d'accès pour une population d'utilisateurs à notre objet en question. On va pouvoir dire par exemple, pour mon objet utilisateur par exemple, je vais donner l'autorisation à Emmanuel d'accéder en lecture à l'objet. Ce genre de choses. Donc ça, c'est ce qui est défini au niveau du descripteur de sécurité. Et ensuite, ce sont les éléments qui sont contenus dans la PAC, donc le ticket Kerberos, qui décrit, eux, les groupes d'appartenance de l'utilisateur, qui vont permettre d'autoriser ou non l'accès à l'objet. Alors, la PAC, évidemment, hein, c'est un objet qui est fourni par le contrôleur de domaine, qui est signé, et même chiffré, même si c'est un peu moins d'intérêt, par le contrôleur de domaine. Donc un attaquant qui récupère une PAC, s'il n'a pas le fameux compte KRBTGT, qui est le compte lié à Kerberos dans Active Directory, il ne pourra pas modifier la PAC. On ne peut pas influer sur le contenu. D'ailleurs, si ça vous intéresse ce sujet, je vous invite à lire les explications sur la dernière grosse faille de sécurité qu'il y a eu sur Active Directory, qui est la vulnérabilité MS14068, qui est justement un problème de signature dans une vérification de la signature de la PAC Kerberos. Bref, passons, c'est juste une petite aparté. Pour en revenir au contrôle d'accès, donc on a donc les droits standards, modèle de fonctionnement standard de Windows. On retrouve le bitfield qui représente le masque de contrôle d'accès Windows. Et puis, pour des besoins propres à Active Directory, parce que finalement, 32 bits n'était pas suffisant pour représenter tous les types de droits qu'on pouvait avoir sur Active Directory, et bien on a étendu cette possibilité avec ce que Microsoft appelle dans sa documentation des droits étendus, où concrètement, on explique que si on a le droit qui s'appelle DS Control Access, qui est positionné dans notre bitfield, à ce moment-là, il ne faut plus du tout, en tout cas,
pas totalement prendre en compte le contenu de la DACL, et plutôt aller se repérer sur le droit qui est défini, non pas directement dans l'objet, mais dans un élément particulier de l'annuaire, que l'on a vu jusqu'à présent, l'annuaire qui est accessible via le protocole LDAP. Donc on a beaucoup de droits qui donnent plus ou moins de contrôle sur l'objet. Si d'ailleurs vous voulez en savoir plus sur cette question, je vous invite à lire l'excellent papier d'Emmanuel sur le sujet qui décrit beaucoup de droits, beaucoup de typologies de droits dangereux pour une infrastructure Active Directory. Pour résumer, on a donc des stratégies de groupe qui permettent de configurer une machine. On a des conteneurs qui sont des unités d'organisation qui possèdent un descripteur de sécurité et le mécanisme de contrôle d'accès est celui que je vous ai décrit à l'instant. Maintenant, comment se passe-t-il que beaucoup de lacunes apparaissent dans le contenu de ces descripteurs de sécurité? En fait, et c'est l'élément qui pose beaucoup de problèmes aujourd'hui, c'est la gestion, notamment la gestion des administrateurs qui ne le sont plus actuellement. Alors je vais essayer d'être un petit peu plus précis. Dans la vie des grands groupes, ce que l'on remarque, c'est que une personne qui va rejoindre notre entreprise et qui va être administrateur Active Directory. Peut-être sur un périmètre limité, peut-être sur la globalité de l'infrastructure. Donc il va obtenir des privilèges sur son compte pour pouvoir lui permettre d'effectuer ses actions. C'est normal, c'est son métier, il faut qu'il administre les infrastructures Active Directory. Et puis au bout de 4, 5, 6, 7 ans, 10 ans, peut-être que celui-ci va vouloir se réorienter et changer de fonction. Et à ce moment-là, il va quitter son rôle d'administrateur et il va passer peut-être dans le service financier ou que sais-je. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On supprime son appartenance au groupe d'administration et puis beaucoup d'équipes d'exploitation imaginent que le problème est résolu. En fait, et c'est là où beaucoup d'élévations de privilèges apparaissent, c'est que non, ça ne suffit absolument pas. Certes, il n'a plus les droits qui sont donnés par l'appartenance à un groupe d'administration, mais par contre, tous les objets, type les stratégies de groupe, type les OU qui manageaient, le contenu de la DACL de ces objets ne sont jamais nettoyés. Quand vous supprimez un compte de l'appartenance d'un groupe d'administration, le mécanisme qui s'appelle SDProp sur Active Directory, qui est censé nettoyer les DACL, ne le fait pas, parce que ça serait trop coûteux de repasser sur tous les objets et de le nettoyer. Donc quand vous descendez les privilèges d'un compte d'administration, par exemple, il faut bien voir que toutes les actions privilégiées qui ont été faites, notamment sur les objets, notamment sur les délégations de droits, vont persister. Et ça, c'est l'erreur qui est fréquemment faite aujourd'hui, c'est on va descendre de privilèges une personne qui l'était. Alors que la seule façon de le faire proprement, c'est de simplement désactiver le compte, le mettre à la corbeille et recréer un nouveau compte, cette fois-ci moins privilégié, pour l'utilisateur. Sauf qu'en pratique, c'est rarement fait. Pourquoi ? Par exemple, le compte utilisateur de la personne avait sa boîte de messagerie, il n'a pas envie de perdre tous ses mails, donc il n'a pas envie qu'on lui recrée une nouvelle boîte de messagerie, donc il veut conserver son compte. Donc il y a plein de sources de problèmes de ce type-là, type descente de droit, qui apparaissent sur des infrastructures. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir assez facilement si on est un petit peu aguerri, avec des privilèges simples utilisateurs. Pour 2 points. Premier point, quand on était administrateur à très fort niveau de privilège, eh bien, on a un attribut particulier qui s'appelle l'admin count qui est positionné à 1 et qui n'est jamais remis à 0, sauf intervention particulière de l'équipe d'administration. Donc en une requête LDAP, on retrouve tous les comptes qui ont été administrateurs mais qui ne le sont plus maintenant. Donc ça, c'est intéressant, premier point. Donc ça nous permet d'orienter notre attaque sur la compromission de ces comptes en particulier. Et puis, l'autre élément qui est intéressant, c'est de savoir quels sont les droits potentiellement privilégiés que possèdent ces comptes anciennement administrateurs. L'exemple que je vous propose, que je vous proposais dans ce scénario, c'était la compromission, le contrôle d'unité d'organisation sur lequel on va lier une stratégie de groupe, avec les 3 lignes de PowerShell qui sont pas forcément très lisibles, mais qui sont relativement simples une fois qu'on est un peu familier avec la syntaxe du langage. On arrive assez rapidement à trouver toutes les ACE de contrôle, donc tous les droits d'accès potentiellement dangereux que possède l'ancien administrateur sur un objet. Ensuite, il suffit de voir si l'unité d'organisation, par exemple, contient des éléments sensibles, type des contrôleurs de domaine, type des administrateurs de domaine ou des machines utilisées par des administrateurs de domaine. Et à ce moment-là, on arrive à compromettre l'infrastructure. Ouais.
Admin count. Alors en fait, si, il a une incidence, elle est relativement faible. Hein. Beaucoup de gens voient l'admin count comme quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est plus informatif qu'autre chose. Néanmoins, ça a quand même un impact. On parlait de SD-Prop, qui était le mécanisme qui permet d'appliquer les ACE sur tous les objets quand on a une notion d'héritage. En fait, quand on a un droit d'accès qui est hérité et qu'on a un objet dont l'admin count est positionné à 1, on va bloquer l'héritage. Donc grosso modo, si on positionne une attribut de contrôle qui est hérité, ce contrôle ne sera pas effectué sur cet objet. Donc bon, ça a un peu une incidence de sécurité, mais ce n'est pas immédiat. Oui. Tout à fait. Alors on est safe, il n'y a pas de problème. Mais un administrateur de domaine crée des GPO, ça le fait. Enfin voilà. Effectivement, le scénario que je vous présente n'est pas. Exactement. Alors là, c'est pas quelque chose que je recommanderais. Aïe, 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 aïe. Alors, je pense que cette infrastructure va avoir quelques soucis. Mais bon. Donc voilà, ce type. Là, on parlait beaucoup de techniques et d'éléments un petit peu pointus. Mais ces problématiques de sécurisation Active Directory, c'est quelque chose qu'on rencontre de manière assez régulière. On essayait d'identifier quelles sont les causes principales qui sont à l'origine, les causes racines qui sont à l'origine de la compromission de ces infrastructures. On essaie de les classer par catégorie. Alors on est très manichéen, c'est organisationnel, technique. Déjà, en tout cas, un élément qui est commun aux deux, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de politiques de sécurisation Active Directory qui sont focalisées sur la protection des comptes d'administration du domaine. Ce que j'essaie de vous démontrer avec les quelques planches techniques précédentes, c'est que c'est une première étape, mais il ne faut surtout pas s'arrêter là, parce qu'on a encore des portes qui peuvent être béantes sur notre système d'information. Ensuite, au niveau des causes qui peuvent expliquer que une infrastructure Active Directory se fasse compromettre. Première cause, c'est que souvent, voilà, quel est l'outil qui sont à disposition des décideurs, des RSSI, pour évaluer la sécurité de leur infrastructure Active Directory? Le seul outil vraiment efficace que je vois, ce sont les audits de sécurité. Si possible, réalisés par des humains et pas des scanners de vulnérabilité automatiques, parce qu'on est conscient que ça couvre qu'une partie du problème et puis il y a beaucoup de faux positifs. Donc on a un audit de sécurité. Je suis assez bien placé pour en parler, j'en ai fait pendant quelques années, et voilà, c'est vraiment un bon outil pour avoir une vision globale. Il ne faut pas oublier qu'il y a toute une population qui interprète l'audit de sécurité Active Directory par quelque chose qui n'a aucun rapport avec la choucroute pour nous, qui est une revue des droits d'accès avec les outils type Cleverware, Brainwave, etc. Et ça n'a aucun rapport avec ce que nous on entend. Mais dans le discours de tout un tas d'auditeurs, c'est ça qu'ils interprètent. Tout à fait. Tout à fait. En fait, nous, on l'interprète comme un audit de conformité plutôt qu'un audit de sécurité. Mais dans leur jargon, c'est un audit de sécurité. Et quand on leur parle d'audit de sécurité et qu'on arrive avec nos gros sabots et qu'on va regarder l'annuaire, ils sont assez surpris des questions qu'on leur pose. Effectivement, il y a vraiment un parallèle entre les deux. En tout cas, un fossé entre ce que nous, techniciens de la sécurité, on comprend et ce que d'autres personnes qui ne sont pas spécialistes comprennent en tant qu'audit de sécurité. Effectivement. Donc on a nos audits de sécurité, très bien, à la fin on fait un audit. Si les équipes sont efficaces, on a un rapport de sécurité plutôt complet sur les risques qui pèsent sur notre infrastructure et les grosses vulnérabilités qu'il faut corriger. Et puis voilà, si on a un décideur qui est consciencieux, il va prendre le rapport et il va commencer à essayer de travailler sur le sujet. En cours d'expérience, ce type de scénario, ce type de mode de traitement, c'est quelque chose qu'on a vu très régulièrement. À l'ANSSI, on fait toujours ce qu'on appelle des inspections. Donc, ce sont des cycles réguliers où tous les 3-4 ans, on revient chez le ministère que nous avons inspecté pour réévaluer la sécurité de son système d'information. Et Active Directory, c'était un sujet qui revient assez régulièrement. Et malheureusement, pour certaines administrations, on avait beau faire un audit de sécurité sur une infrastructure Active Directory, on revenait 3 ans plus tard, on arrivait à recompromettre l'infrastructure Active Directory. Non pas que le décideur avait mal fait son travail, mais tout simplement parce que le rapport qu'on lui avait donné, la vision du niveau des problématiques de sécurité qui étaient vraies il y a 3 ans, sont plus du tout vraies aujourd'hui. Entre-temps, Active Directory a
évolué de manière assez rapide. On a rajouté des nouveaux composants, de nouveaux logiciels, métiers, qui ont fait bouger le modèle de sécurité. On a supprimé des administrateurs, on a recréé. Bref, l'image qui était vraie il y a 3 ans est plus du tout valable à l'instant T. Petite anecdote technique, d'ailleurs, assez récemment, on devait analyser le niveau de sécurité d'une infrastructure AD, et on s'est rendu compte qu'un composant qui n'avait absolument rien à voir avec l'infrastructure Active Directory créait une vulnérabilité vraiment importante sur le système. Alors, on ne va pas citer de nom, mais c'était un composant d'accélération réseau qui, pour pouvoir faire la compression des objets Active Directory lors de la réplication d'annuaire, nécessitait, et c'est là où c'était à mon sens, un petit peu tendancieux, c'est qu'il ne disait pas explicitement dans la documentation qu'il nécessitait des droits d'administration, mais par contre, il demandait à ce que soit faite une délégation de droits qui, au final, parce que ça permettait de manipuler un objet sensible, permettait d'obtenir des droits similaires à être un administrateur. Donc on se retrouve avec un composant qui a priori est inoffensif sur l'infrastructure AD parce qu'il ne touche pas du tout la partie administrative, qui au final avait un vrai risque de sécurité derrière, parce que il demandait une délégation de droits qui impliquait un affaiblissement du modèle de sécurité de l'infrastructure. Donc concrètement, une infrastructure AD, ça peut bouger assez vite, en tout cas un niveau de sécurité peut bouger assez vite, et si on n'est pas vigilant, on peut très vite se retrouver dans des catastrophes d'un point de vue sécurité. Donc aujourd'hui, il n'y a, à notre sens, pas beaucoup de solutions pour un décideur d'avoir un suivi dans le temps du niveau de sécurité de son infrastructure. Également, autre question que se posent beaucoup de décideurs, c'est quel est l'impact sécurité de l'installation du nouveau logiciel. Je parlais du concentrateur réseau, est-ce que c'est un impact ou pas? On a très peu d'éléments pour répondre à cette question. Autre élément organisationnel qui sont souvent à l'origine des compromissions, c'est tout ce qui est sensibilisation des équipes d'administration, et plutôt formation à l'administration sécurisée d'infrastructures Microsoft au sens large. On peut être un très bon administrateur Linux, et quand on arrive sur un environnement plus Microsoft, faire des erreurs qui peuvent être vraiment préjudiciables pour le niveau de sécurité. Simplement parce qu'on n'a pas été correctement formé. Aujourd'hui, ce que l'on remarque, c'est qu'on a des administrateurs Active Directory qui sont, pour l'extrême majorité, vraiment efficaces dans leur métier. Ils connaissent très bien les infrastructures AD, savent très bien les exploiter, faire ronronner l'infrastructure de manière extrêmement performante. Par contre, ils sont absolument inconscients des risques que peuvent engendrer la façon dont ils administrent les infrastructures. Aujourd'hui, avoir des administrateurs réseau qui administrent les systèmes Windows à distance en faisant du PSExec, pour les techniciens, c'est quelque chose qui est absolument une mauvaise pratique, en tout cas. Donc ça, c'est pour la partie organisationnelle. Et pour la partie plus technique, ce que l'on remarque, c'est qu'on a des menaces qui évoluent assez rapidement. Je parlais des techniques d'attaque un petit peu modernes à l'instant. On a toujours un décalage entre le moment où arrive la nouvelle technique d'attaque et le moment où les décideurs sécurité prennent conscience du risque et essayent de l'adresser. Et dans ce gap de temps, qu'est-ce qui se passe? Si on a une entité à haute valeur ajoutée, qui est fortement exposée à des risques d'attaque informatique, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Puis voilà, on met du temps à détecter les attaquants quand ils attaquent les infrastructures AD, alors que pourtant, on a des facteurs qui sont extrêmement criants pour les démontrer. Aujourd'hui, créer un nouveau compte dans le groupe d'administration du domaine, il faut être capable de le voir et instantanément. C'est un marqueur extrêmement criant. Avoir une nouvelle délégation de droit sur un contrôleur de domaine, c'est quelque chose qui est également extrêmement important. Donc plutôt qu'essayer de se concentrer sur est-ce que mon administrateur de domaine est bien sécurisé, ce que devrait se poser comme question des décideurs, c'est les questions que l'on a à ce tableau-là. Est-ce que je maîtrise les populations qui peuvent répliquer les attributs secrets de mon infrastructure, par exemple? Ce genre de choses. Est-ce que j'ai la possibilité de maîtriser les permissions? Est-ce que je maîtrise les permissions qui sont positionnées sur l'objet admin-sdholder? Donc évidemment, il y a un gros travail de simplification qui doit être fait pour qu'un décideur puisse comprendre ces éléments techniques. Mais c'est ça les vraies questions qu'il faut se poser aujourd'hui pour sécuriser une infrastructure AD. À quel niveau tu parles de décideurs? Parce que moi, tous les décideurs que je connais, même simplifiés, jamais je leur poserai ces questions-là. Effectivement. Alors, j'ose espérer qu'il y a quand même des techniciens qui sont capables des décideurs qui sont capables de répondre à cette question, mais évidemment. Non.
Non, la réponse est non. Alors, bon, moi je travaille dans une grande entreprise. On peut se tourner vers notre ami qui a fait la présentation tout à l'heure. Tu présentes ça à ton COMEX? Non. C'est évidemment pas des éléments qui sont présentés au COMEX. Une préoccupation assez courante, et c'est savoir, quand les gens partent, il faut le savoir le plus tôt possible. Effectivement. On vous prévient tout de suite pour que quelqu'un arrive parce que physiquement tout marche. Après, quand les gens partent, c'est pas un problème. Tout à fait. Bon, évidemment, quand on le check, on s'aperçoit qu'un mois après, une personne est partie et elle a toujours son compte. Tu fais du contrôle d'accès, tu vas fermer. Mais... Ah oui, non, mais ça, c'est pour voir la différence de niveau. Quand ils ont rendu le badge. Donc, on est entièrement. Alors, moi, je suis un éternel optimiste, donc je vais croire qu'il y a des décideurs qui sont capables de comprendre ça, mais effectivement, il y a un gros travail de simplification du message qui doit être effectué. Et ça tombe bien, c'est une excellente transition avec la deuxième partie de cette présentation sur la façon dont on essaie d'adresser ce problème-là chez Alcide. Voilà, donc Luc vous a pas mal introduit la sécurité Active Directory. Bon, du coup, si on vient là aussi vous expliquer que tout va mal, en fait, c'est que tout ne va pas si mal et qu'on a essayé de réfléchir à une solution. Donc je vais passer rapidement sur les idées à l'origine du produit. Voilà, Luc vous les a déjà présentées, mais c'est un retour d'expérience d'auditeur. On a été auditeur, on a audité beaucoup d'Active Directory. Il y en a très peu qui ont tenu plus d'1 heure ou 2 heures. Donc on s'est dit, bon, il y a un problème, ça fait des années qu'on fait des audits, on a toujours le même problème, il faut essayer de faire quelque chose. Et donc là-dessus, bon, on a, donc, je saute directement à la slide produit. Bon, derrière, il y a l'explication technique de comment ça fonctionne, hein, mais l'idée vraiment, c'est on a pris quelques parties pris. Déjà, c'est que, comme le disait Luc, il faut qu'on soit capable de voir quand il y a un problème rapidement. Quand il y a un administrateur de domaine qui est rajouté dans un groupe, il faut le voir maintenant et pas dans 3 mois. Quand il y a, et donc ça c'est le cas facile, quand il y a un problème sur de la délégation de droits ou des droits sur des GPO, il faut le voir rapidement, il ne faut pas le voir dans 3 mois. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important, c'est la notion de temps réel ou de quasi-temps réel. Il faut, on va dire par exemple tous les jours, être capable de savoir où on en est. On l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas dire à un RSSI, à un décideur, est-ce que vous connaissez exactement la façon dont sont configurés les droits de réplication? Il faut abstraire ça. Et donc nous, on l'a abstrait sous forme de ce qu'on appelait des indicateurs d'exposition qui sont vraiment des points d'audit. Il y en a une liste après qui permettent de donner une idée d'un niveau de sécurité, mais abstraite, avec un score et une vision la plus haut niveau qu'on peut, puisque, et ça on est réaliste, des experts sécurité Active Directory, il y en a assez peu. Donc si on essaye de proposer une solution qui nécessite d'être un expert du domaine pour pouvoir comprendre la solution, enfin comprendre précisément ce qui se passe, on y perd un petit peu. Le deuxième point, c'est qu'on va mesurer ces niveaux d'indicateurs d'exposition dans le temps, donc à pas fixe, par exemple toutes les heures, toutes les 2 fois par jour, et on est capable dans ces cas-là de repérer quand un niveau chute. Et donc c'est comme ça qu'on va utiliser cette fonctionnalité pour faire de l'alerting. Si le niveau est correct parce qu'il y a un bon nombre d'administrateurs de domaine et puis qu'on en rajoute un, ce qui fait chuter le niveau, là dans ces cas-là, on est capable de lever une alerte et donc de pousser ça dans un SOC ou de pousser ça par mail pour prévenir. Le deuxième aspect aussi, le troisième aspect aussi assez important, ça c'est on va dire un biais de l'ANSSI, c'est que en plus de pointer là où ça va mal, on essaie d'expliquer comment corriger, puisque dire à un administrateur ou à un RSSI, votre réseau, c'est la catastrophe, c'est horrible, tout est rouge, ça ne va pas forcément l'aider à tirer le niveau vers le haut. Donc on essaye un petit peu de donner des pistes et de contextualiser les recommandations, pas donner quelque chose de générique, mais dire, voilà, sur tel OU, il y a tel droit qui sont déviants et ça devrait être corrigé. Et enfin, voilà, je l'ai dit, on a essayé d'abstraire la complexité dans une interface qui peut être utilisable par un décideur non averti, qui ne connaît pas les droits de réplication par exemple. Alors la façon dont ça fonctionne, c'est assez simple. On commence par une phase de collecte. Donc j'y reviendrai, mais on fait de la collecte avec utilisateur authentifié et sans privilège. Ça, c'était un parti pris fort dès le début. On n'arrive pas avec notre doc d'install qui dise créer un compte qui s'appelle Alcide et donnez-lui les privilèges administrateur de domaine. Ça, c'est quelque chose qu'on ne veut absolument pas faire. Il y a beaucoup de gens qui demandent. Nous, on ne veut pas. On veut être absolument indolore, on va dire, pour le système d'information qu'on supervise. On fait nos requêtes et donc là, c'est là qu'est un peu toute notre intelligence. Ça va être notre capacité à récupérer sans privilège des informations pertinentes et les croiser, les mettre en relation, les malaxer pour en tirer des indicateurs de niveau de sécurité qui soient pertinents. Donc ces indicateurs de niveau de sécurité, on va les calculer et les comparer à ce qu'est un état de l'art et un niveau correct. On va faire cette mesure de façon assez régulière, donc quotidiennement par exemple, pour avoir des niveaux de tendance. Un des points aussi qu'on a assez souvent rencontré, c'est que les RSSI, on leur dit tout est nul, ils nous disent bon d'accord, mais au moins est-ce que ça monte? Puisque savoir si on est mauvais mais qu'on va vers un niveau correct,
c'est déjà mieux que se dire on est moyen, mais en fait c'est en train de se dégrader et on ne le voit pas et ça va être la catastrophe bientôt. Donc on est capable de sortir du coup des informations de tendance sur le niveau de sécurité. Et puis enfin, donc j'en ai parlé, on est capable aussi de lever des alertes quand il y a un effondrement brut, on va avoir le temps, un effondrement brut du niveau de sécurité, on est capable de sortir des alertes. Donc je vous ai parlé des indicateurs qu'on mesure, donc là je vous en ai mis quelques exemples, on en a 30, 40, 50 à peu près. Pour vous donner quelques exemples, on ne va pas tous les faire, mais on les a coupés en 4 parties. Déjà la première partie qui concerne le modèle de sécurité, donc Luc par exemple a pas mal parlé du SD Propagator, donc qui est le mécanisme qui sert à faire diffuser l'héritage des permissions et aussi à protéger certains objets privilégiés de l'Annular Active Directory, par exemple les administrateurs de domaine. Il est nécessaire de vérifier que les permissions qu'on leur applique sont bien des permissions saines et pas qui ont des permissions dégradées suite à une erreur de manipulation, par exemple. On a une deuxième catégorie qui est tout ce qui est gestion des comptes. Donc on va faire les vérifications bateau, est-ce que tous les comptes ont un mot de passe qui est renouvelé régulièrement. On peut faire des choses plus pointues, par exemple au niveau de la configuration Kerberos. Kerberos, donc c'est un protocole très vieux, donc historiquement, il y avait, la crypto, c'était pas exactement ce que c'était aujourd'hui. Donc on va vérifier par exemple qu'on n'utilise pas des cipher suites qui soient trop vieilles comme RC4 ou des mécanismes que maintenant on sait qui sont faibles comme l'absence de pré-authentification qui permet de récupérer des tickets chiffrés avec un mot de passe sans avoir d'authentification, ce qui est assez problématique. Donc on va vérifier ça aussi. Et enfin, toute la configuration des services, par exemple, est-ce qu'on utilise des comptes de service qui soient managés, donc c'est-à-dire dont le mot de passe est renouvelé automatiquement par Active Directory, ce qui évite d'avoir des comptes de service dont le mot de passe est le nom du constructeur et que ça n'a pas été changé depuis 10 ans. Et enfin, il y a toute une dernière partie sur les contrôleurs de domaine en lecture seule, donc là, je vais passer un petit peu vite. Désolé, ça va vite. Comment on fait ces relevés? Donc je l'ai dit, on a pris un parti pris fort, il y en a un deuxième. Le premier, c'est qu'on ne veut pas de compte d'administration. C'est quelque chose que l'ANSSI déconseille, qu'on déconseillait il y a quelques années, donc on ne va pas le conseiller maintenant. Voilà, pas de compte d'administration et uniquement des API réseau normalisés par Microsoft. Donc on n'installe pas d'agents, on ne déploie pas des sons de réseau, on fait juste des requêtes LDAP pour avoir la structure de l'annuaire. On fait des requêtes Kerberos pour avoir les informations de configuration. On fait ensuite des requêtes SMB, donc pour toute la partie stratégie de groupe. Puis après, voilà, on utilise vraiment tout ce qu'on a à notre disposition pour être capable de faire un diagnostic de sécurité précis sur l'état d'un Active Directory. Et je le répète, sans compte d'administration et à distance, sans installer un programme qu'on devrait déployer sur tous les contrôleurs de domaine. Donc voilà, donc nous on pense que ça a de la valeur dans le sens où, par exemple, si vous avez la responsabilité d'une multitude d'infrastructures différentes, j'imagine que, alors sauf si vous avez un super budget, auquel cas il faut nous appeler tout de suite, mais vous n'avez pas forcément la possibilité de payer des audits réguliers sur chacune de ces infrastructures. Nous, l'idée, c'est vraiment de donner la possibilité de superviser ça à grande échelle et de façon régulière, automatique, donc d'apporter en fait un pilier complémentaire à ce qu'est l'audit de sécurité. On n'est pas en train de dire que tous les pentesters vont être au chômage, loin de là, mais on pense qu'on peut apporter une brique qui complémente l'audit de façon assez intéressante, donc surtout pour les infrastructures réparties dans le monde entier. Bon, il y a tout un volet aussi compliance avec la LPM qui arrive. Les OIV vont devoir être capables de fournir des reportings précis sur l'administration, sur le maintien en conditions de sécurité de leur système. C'est ce genre de choses qu'on peut fournir. Et aussi, on a opté pour un mode de déploiement assez léger, donc pas de son de réseau, uniquement des requêtes simples authentifiées avec un utilisateur simple. Quelques mots de conclusion. Déjà, la sécurité Active Directory, c'est difficile. J'espère que le cours de Luc vous a un petit peu, vous a fait un petit rafraîchissement sur le sujet, mais c'est quand même un sujet assez complexe. Les stratégies de défense, aujourd'hui, elles sont assez faibles. Et là, je m'adresse aux pentesters de la salle, mais un Active Directory d'une entreprise moyenne qui a vécu quelques années, en règle générale, ça résiste vraiment, vraiment très peu de temps. Donc, je pense qu'on peut faire quelque chose d'un peu mieux. On parlait tout à l'heure des solutions, que si vous tapez Audit Active Directory, Software Audit Active Directory sur Internet, il y a beaucoup de solutions de compliance qui vont permettre de faire ou bien des vérifications simples, oh là là, il y a un groupe qui est vide, il faudrait supprimer le groupe parce qu'il ne sert à rien, ou alors des solutions d'aide à l'administration. Et parfois, ces solutions ont une brique sécurité, mais c'est plus un effet de bord que quelque chose qui est vraiment spécialisé. Et on pense que c'est quelque chose qui manque aujourd'hui, c'est une solution vraiment dédiée à la sécurité Active Directory. Sur ce sujet-là, tu as cité les travaux d'Arnaud tout à l'heure. Je pense qu'il y a les collègues de Cogiceo que vous devez connaître aussi, qui ont
l'outil peu ou prou est sur le même terrain. Il a été présenté dans un Afterworks aussi. Ah, fallait venir l'après-midi. Le soir. Et du coup, par rapport à, sans parler de concurrence, mais par rapport à ces deux autres outils, vous les connaissez Cogiceo, je connais assez mal. Nous, en gros, quand on parle à des clients, ils nous demandent, par exemple, qu'est-ce que ça vaut par rapport à la solution de Microsoft, donc ATA, la Advanced Threat Analytics. On va pas dire du mal de Microsoft, c'est eux qui codent Active Directory, donc ils le connaissent plutôt pas mal. Eux, ils se passent plutôt, on va dire, en détection. Eux, ils voient un attaquant quand il est là, quand il fait son golden ticket. Nous, on essaie de se dire, on va se mettre avant, puisque voilà, si moi je peux créer un golden ticket, en gros c'est paumé, ça veut dire que j'ai déjà les secrets de l'infrastructure, donc c'est perdu. Donc il y a cet aspect-là, il y a l'aspect déploiement. Nous, on met pas de son de réseau, on fait juste nos petites requêtes, on n'installe pas d'agents sur les contrôleurs de domaine. Parce que là, donc, quand on est une petite start-up, aller dire à un grand groupe je vais déployer un programme que j'ai codé sur tous vos contrôleurs de domaine, en règle générale, ils sont pas d'accord. De mémoire, c'est pour ça que je demande, le produit de Cogiceo fait à la même approche. D'accord. On fait la même chose, on fait rien, c'est à la même approche, et c'est partie de vos travaux initiaux aussi. C'est ce qui avait été représenté à Stick. Ah bon? Ah, c'est génial. Bah, ça doit être une très bonne solution alors. Ça peut probablement être intéressant entre microcosme parisien de se parler un petit peu sur cette question. Mais ouais, c'est Hervé qui nous en avait parlé. Il faut qu'on les rencontre. Voilà, bon, la sécurité AD, c'est pas un sujet qu'hélas on peut oublier. Si on a un AD sécurisé à un instant T, si on le laisse faire, le niveau de sécurité va faire qu'une chose, c'est baisser. Donc c'est vraiment un effort qui doit être constant. Alors, on a beaucoup parlé de scénario catastrophe. On viendra éventuellement vous parler de reconstruction AD, mais quand on s'est fait compromettre, on peut faire quelque chose. C'est coûteux en sous, ça fait mal, c'est extrêmement douloureux, mais un AD compromis peut être reconstruit, et voilà, ça pourrait être éventuellement le thème. Enfin, la société peut faire faillite. La société peut faire faillite, mais voilà, c'est un sujet annexe dont on n'a pas parlé. Mais en tout cas, voilà. Peut-être juste pour compléter le propos d'Emmanuel, quand on a un incident grave sur l'infrastructure Active Directory, il ne suffit pas de simplement corriger le problème qu'on a identifié. Par exemple, on a un attaquant qui a créé un nouveau compte, il ne suffit pas de supprimer le compte pour que ce soit efficace. Il y a une illustre personne qui parle de guérilla. Il y a souvent des décideurs en sécurité qui fonctionnent par le mécanisme de guérilla sur Active Directory. Ils voient un incident, ils corrigent l'élément qui est en haut de l'iceberg, et puis 2 semaines après, il y a un nouvel incident, ils essaient de corriger l'élément qui est en haut de l'iceberg, et au final, ils se rendent compte qu'ils s'épuisent à corriger ces incidents Active Directory qui reviennent, sans vraiment traiter la source du problème. Il y a des méthodologies qui sont notamment proposées par l'ANSSI qui visent à essayer d'éradiquer le problème à sa cause pour éviter que l'incident ne revienne par la suite. Et c'est vraiment ça le message qu'on essaie de faire passer, c'est qu'il y a des solutions pour remédier aux problématiques d'incidents de sécurité Active Directory, mais que ça demande un vrai effort de cerner le périmètre de l'incident. Et pas se contenter de traiter le haut de l'iceberg. Ça conclut notre présentation. Est-ce que vous avez d'autres questions ? On ne nous a pas laissé beaucoup de temps. Il y a une question à ma droite là. Ouais, oui. Pas cher. Non, la réponse complètement vague, mais ça dépend de la taille, comme qui dirait. Et puis voilà, ça dépend de la taille. Ça dépend de la taille et de la complexité. Alors en fait, on regarde la taille, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs, et aussi la complexité. Donc AD, c'est structuré en domaines et forêts. Bon, si c'est un monodomaine avec tous les utilisateurs dedans, c'est plus simple que si c'est 50 domaines répartis dans 20 forêts différentes, c'est plus compliqué. Donc voilà, ça dépend, faut voir. Mais on peut discuter en buvant un café après. Dans votre business model, vous adressez uniquement les clients finaux ou vous pensez que votre outil peut être utilisé par justement des prestataires de conseil et d'audit? Ça peut aider dans un test d'intrusion, d'avoir un certain nombre d'infos, dans le côté attaque, pas uniquement défense. Est-ce que vous prévoyez aussi de proposer ce genre de choses, ou ce serait soit un abonnement, soit à l'utilisation? Aujourd'hui, on peut le faire. On nous l'a demandé à chaque fois qu'on va voir une entreprise qui fait du conseil, et qu'on voit des pentesters, ils nous demandent ça. On pourrait le faire. Après, aujourd'hui, c'est pas dans le business model, dans le sens où ça nécessiterait une méthode de fonctionnement différente. On devrait supporter. Là, aujourd'hui, on installe ça sur du hardware qu'on maîtrise, donc on n'a pas. Le support est beaucoup plus simple que si on distribue un paquet logiciel qui doit fonctionner avec toutes les versions de Windows et tous les service packs, etc. Donc aujourd'hui, on le fait pas.
c'est pas du tout impossible qu'on le fasse un jour, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Compléter le propos d'Emmanuel, on pense que la valeur que l'on va apporter, c'est pas sur la possibilité de donner une vision globale des problématiques Active Directory. Ça, il y a d'autres sociétés qui sont capables de le faire, notamment des auditeurs qui sont tout à fait capables de le faire, même sans notre outil. Là, on a plus de la valeur, c'est OK, on a un niveau qui est ce qu'il est. Personne n'a un niveau parfait d'un point de vue architecture Active Directory. Il faut mettre en avant les problèmes, et puis surtout, il faut être capable de mettre en lumière au moment où le niveau de sécurité va commencer à s'infléchir. Et c'est là où il y a vraiment des actions à prendre en œuvre. Et le fait d'avoir un unitaire qui fait de l'analyse récurrente, ça va être ça, en tout cas, une des plus-values qu'on identifie sur notre outil. Et donc, c'est vrai qu'on l'a développé plutôt pour être un outil qui est déployé chez le client finaux, plutôt que d'utiliser un outil qui a moins été conçu pour une notion de one-shot. Et avec le développement d'Azure, ok, bon bah. On l'attendait. Vous l'attendiez. Oui, c'est aujourd'hui malheureusement, il y a des clients qui se retrouvent complètement infogérés à l'insu de leur plein gré. Comment on peut utiliser votre outil pour garder une vision sur quelque chose qui est plus chez soi? Effectivement. On a quelques éléments de réponse à formuler. C'est vrai que c'est une grosse tendance. Microsoft pousse beaucoup pour la suppression des Active Directory, ce qu'ils appellent on-premise, et le mettre un maximum chez Azure. Ils ont réussi à le faire de manière assez forte avec Exchange Office 365-like. Maintenant, ils poussent beaucoup pour que Active Directory disparaisse de la partie chez le client et plutôt utiliser une version dans le cloud de l'infrastructure. Aujourd'hui, ils ont un argument très fort, c'est que ça donne aux salariés de l'entreprise les outils Microsoft gratuits à des fins personnelles. Aussi. Ils ont un autre argument qui est que personne mieux que Microsoft sait administrer un AD. Et cette startup nous prouve bien que c'est le cas, puisque c'est difficile et c'est un vrai métier. Et ça vient aussi du fait que beaucoup de responsables sécurité n'avaient pas compris que Microsoft interrogeait leur propre AD. Et une fois qu'ils l'ont découvert, finalement, on est de toute façon on a déjà le bras dedans, alors autant plonger tête baissée. C'est certain. La réponse que l'on peut apporter à ces problèmes-là, souvent c'est des problématiques de contrôle. On veut s'assurer que, ok, l'ADSI a pris le choix d'externaliser ou de mettre l'infrastructure AD dans le cloud. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour m'assurer que la façon dont Microsoft administre l'infrastructure reste acceptable en fonction de la politique de sécurité qui est définie de mon entité? Et c'est là où le produit peut avoir de la valeur. On peut non plus le replacer comme élément pour corriger des problèmes, et pour s'assurer que le problème n'existe pas, et être informé quand Microsoft fait une erreur d'administration ou se trompe dans une de ses actions. Un Active Directory dans le cloud, c'est la même chose qu'une version on-premise, sauf que les serveurs ne sont pas physiquement dans votre infrastructure. D'un point de vue technologique derrière, protocole réseau, ces choses-là, mécanisme de contrôle d'accès, etc., c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Donc, à très peu de choses, à quelques modifications près, notre programme est capable de fonctionner également sur cette infrastructure. Donc en termes de contrôle, ça a de l'intérêt. Vous avez un POC avec du cloud comme ça? Alors aujourd'hui, non. C'est vrai qu'on a beaucoup de clients qui sont en mode hybride. Enfin, on a des clients qui sont en mode hybride. Donc du coup, on est encore sur les infrastructures on-premise, mais je pense que c'est qu'une question de temps. Mais la question, elle n'est pas là. La question, c'est qui chez Microsoft accède à mon AD? Oui, effectivement. Et du moment tous les pays du monde, hein, mais y compris les plus improbables. Bon, enfin, le GDPR n'est toujours pas passé par là. Oui. Nous, on pousse aussi dans cette optique-là, et je ne vais pas vous cacher que c'est le cas général. En fait, là, c'est plus l'aspect suivi temporel. Et donc un aspect, bon, je suis passé un peu vite dessus, désolé, mais c'est qu'aussi on sort en fonction des points qui sont négatifs, on sort des recommandations qu'on priorise, qu'on contextualise, et du coup qui permettent de créer des embryons de plans d'action qui après doivent être mis en œuvre. Nous, on n'a pas de droit d'admin, donc il n'y a pas un bouton corriger les vulnes, ça n'existe pas. Mais en revanche, on peut dire, voilà, le plus problématique d'un point de vue sécurité, c'est ça, et le moins cher, c'est ça, donc on commence par faire ça. Donc on guide un peu les équipes
Donc ou bien les équipes du client, parce que si le client les a, ou alors dans ces cas-là, nous on ne fait pas de conseil, on n'est pas une boîte de conseil, mais dans ces cas-là, on redirige vers des entreprises spécialisées qui aident le client à mettre en œuvre ses plans d'action. Et dans ces cas-là, l'aspect temporel permet de vérifier que ça monte. Donc le prestataire, il est content, il peut dire, bah voilà, la mission a coûté tant, mais au moins on a corrigé tant de points négatifs et donc on a amélioré notre score. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui peut être utilisé et voilà, il y a certains de nos clients où c'est plutôt ce cas-là, c'est on est en bas, on voit le haut de l'échelle et on veut voir à quelle vitesse on y va. Dernière question. Là, derrière toi. C'est une question bête, je crois que j'ai pas été attentif. L'abréviation DSC. Directory Security Compliance. Alors Directory c'est annuaire, Security parce qu'on fait que de la security et Compliance parce que on va pas, Luc parlait de la vuln, la MS 1468. 1468, on ne va pas vérifier pour une vulne, on va juste essayer de définir ce qu'est un état de l'art d'une sécurité Active Directory et de voir à quel point on est en conformité avec cet état de l'art. Parce que l'acronyme existe déjà chez Microsoft. Oui. Desired State Configuration. Mais quand on déploie une instance de DSC, on crée un DSC pour DSC. Ok. Merci beaucoup. Merci.